Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 21 février 2026 et notre cher ami Mark Sleboda est avec nous. Bon retour parmi nous, Mark. Nima, merci de m'avoir invité. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être sur DialogueWorks. Veuillez cliquer sur le bouton J'aime et suivre Mark. Vous pouvez le trouver sur sa page Boosty à l'adresse boosty.to/therealpolitik. À l'écran, vous pouvez voir le lien à côté du nom de Mark. Suivez-le et abonnez-vous là-bas. Je pense que vous y trouverez beaucoup de contenu différent de ce que vous entendez habituellement dans les médias traditionnels. C'est vraiment le but de ce genre de podcast que nous faisons ici. Mark, laissez-moi commencer par ce qui se passe au Moyen-Orient ou en Asie occidentale. L'administration Trump a déplacé beaucoup d'armes près de l'Iran, prêtes à attaquer. Et du côté iranien, ils essaient de négocier, tout en menant des négociations avec les États-Unis. Mais en même temps, ils affirment qu'ils ne vont pas négocier sur le programme de missiles balistiques, ni sur leur soutien aux actes de résistance. Les dernières nouvelles d'Iran indiquent que le président iranien a déclaré que la direction a décidé de ne pas céder à la pression extérieure, quelle qu'en soit l'intensité. Les gardiens de la révolution et l'armée se préparent activement à repousser toute agression et à prendre des contre-mesures susceptibles d'affecter une grande partie du Moyen-Orient. Comment voyez-vous l'ensemble de la situation? Pensez-vous qu'une grande guerre se prépare entre les États-Unis et l'Iran? Ou voyez-vous les choses autrement? Oui, je pense qu'il est vraiment difficile de le voir autrement. Je veux dire, de toute évidence, il y a beaucoup de gens au sein du régime Trump pour qui c'est exactement ce vers quoi ils ont travaillé depuis le début. Quant à Donald Trump, et à au moins quelques personnes autour de lui, je pense qu'ils se grattent probablement la tête, se demandant comment diable ils en sont arrivés là, et sans être sûrs que c'est bien là où ils veulent être. Mais il y a tout simplement trop d'élan, trop de pression politique intérieure, trop de force qui poussent les choses en avant à ce stade. Je veux dire, on ne déplace pas 2 groupes aéronavals et des centaines d'avions de chasse. Le dernier chiffre que j'ai vu faisait état de 87 avions ravitailleurs. Tankers for aircraft. I mean, there's a huge amount of strike power. Je veux dire, une énorme puissance de frappe a été rassemblée, et cela coûte cher. Et d'ailleurs, dans ce déploiement, on voit non seulement la force de l'armée américaine, mais aussi sa faiblesse, car on constate qu'elle est sous tension, n'est-ce pas? Nous parlons ici des effets militaires sérieux d'un impérialisme surexploité qui épuise la marine américaine. Ainsi, l'Abraham Lincoln était le principal porte-avions dans la région. Mais il était bien évident que cela ne suffirait pas pour mener des attaques sérieuses contre l'Iran. Il y a donc eu une décision, dont nous ne sommes pas tout à fait sûrs, car les messages sont contradictoires, de faire venir un autre groupe aéronaval, voire 2 de plus. Et à l'origine, ils voulaient faire venir le George W. Bush. Mais apparemment, il y a eu des problèmes. Il venait tout juste de terminer un déploiement et subissait divers types de réparations. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs concernant des dommages au système sanitaire. Qui sait, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est, mais il n'était pas en état de naviguer. C'est le plus important. Ils ont donc dû faire sortir le Gerald Ford, qui assurait une mission de surveillance au large du Venezuela et de Cuba pour la flotte rassemblée là, afin d'affirmer la domination des États-Unis sur l'hémisphère occidental. Il a fallu le faire venir en urgence. Il est encore en route à travers la Méditerranée au moment où nous enregistrons pour être déployé dans la zone d'opération. Donc vous savez, ce n'était pas quelque chose pour lequel ils étaient pleinement préparés.
du moins sur le plan militaire. Peut-être qu'au niveau politique, ils ne faisaient pas suffisamment pression sur l'armée pour lui faire comprendre leurs exigences à long terme. Mais nous savons aussi, d'après la propre stratégie de sécurité nationale et la stratégie de défense nationale du régime Trump, publiée il y a un peu plus d'un mois, que ces documents sont censés se traduire en politique concrète. L'objectif déclaré sur le papier du régime Trump était de se retirer du Moyen-Orient, de ne pas se laisser enliser dans le Moyen-Orient, mais de commencer enfin le pivot tant annoncé vers l'Asie, afin de confronter ce que les États-Unis considèrent comme leur véritable adversaire de même rang, la Chine. Or, chaque président américain le dit depuis Obama. Every US president has been saying that since Obama. And every US president since Obama. Chaque président américain depuis Obama s'enlise au Moyen-Orient. Absolument tous. Et bien sûr, oui, l'Iran a toujours été un élément central de cette situation, car l'Iran ne va pas disparaître. Et il y a certainement des personnes, notamment au sein du régime Netanyahou en Israël, ainsi que certains de leurs, disons, meilleurs défenseurs aux États-Unis, qu'il s'agisse de Lindsey Graham ou d'autres figures de l'administration, qui sont de fervents partisans d'Israël, des sionistes chrétiens, appelez-les comme vous voulez. Ils considèrent cela comme leur meilleure et peut-être dernière occasion d'entraîner les États-Unis dans une guerre. Maintenant, les États-Unis eux-mêmes ne sont pas entraînés dans une guerre, n'est-ce pas? Les États-Unis ne se laissent pas entraîner dans des guerres, n'est-ce pas? Les États-Unis s'engagent dans des guerres, les points en avant et tout le reste. Mais bien sûr, il existe différentes écoles de pensée. Il y a différentes factions, évidemment, même au sein de n'importe quel régime américain. Et c'est vrai pour le régime Trump comme pour tout autre. Je n'ai aucun doute qu'il y a au sein du régime Trump des personnes qui ne veulent pas de guerre avec l'Iran, et je sais qu'il y en a d'autres qui la souhaitent ardemment. Et, de toute évidence, ce sont ces derniers qui ont pris le dessus. Et Trump, quoi qu'il ait pu prétendre ou penser, quoi qu'ait pu contenir la stratégie de défense nationale et la stratégie de sécurité nationale rédigée par Elbridge Colby au Pentagone, le sous-secrétaire à la Défense chargé de la planification et de la politique. Yeah. Ils sont là et il n'y a plus aucun moyen pour eux de reculer maintenant. Il est certain que Netanyahou et ses partisans aux États-Unis estiment qu'ils n'auront jamais un président américain à la fois aussi favorable à Israël et aussi faible, si faible qu'il peut être manipulé comme il l'est pour faire ce qu'ils veulent, en particulier en ce qui concerne Israël. On peut parler de ses donateurs, de son statut, de tout cela. Mais c'est aussi une question personnelle. Tous les responsables de sa précédente administration se vantaient et riaient d'avoir manipulé Trump pour qu'il fasse ce qu'il voulait. Et ce n'est pas vraiment une posture de victime. C'est simplement ainsi que Trump dirige son navire pour ce qu'il en est. N'est-ce pas? Il veut être l'empereur Dieu de l'humanité. Les gens viennent à sa cour, lui rendent hommage, le flattent, essayent de le convaincre et, tu sais, jouent sur son narcissisme. Et c'est exactement ce qu'il veut. Donc je veux dire, ce n'est pas comme s'il était manipulé. C'est pas comme le bon tsar manipulé par de mauvais boyards, pour reprendre un russisme. C'est un mauvais tsar et de mauvais boyards. Voilà la situation. Mais je pense aussi qu'il y a une fenêtre d'opportunité militaire qui est en train de se refermer. C'est assez évident maintenant. Je veux dire, pour quiconque a prêté un minimum d'attention, ne serait-ce qu'en lisant le New York Times ou le Washington Post, qu'il est reconnu que l'Iran dispose d'une capacité de frappe de représailles à longue portée assez importante, qu'il s'agisse de missiles balistiques, de missiles de croisière ou peut-être de missiles hypersoniques, n'est-ce pas?
et des drones à longue portée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils possèdent des capacités redoutables. Ils n'ont pas de marine hauturière ou quoi que ce soit de ce genre, mais en matière de missiles anti-navires et de petites embarcations côtières équipées de missiles, etc., ils disposent d'une force de défense côtière navale assez crédible, capable, je pense, d'infliger des dégâts asymétriques considérables compte tenu de leur taille. Et ces capacités ne cessent de croître. Elles ne diminuent pas. Cette capacité de frappe à longue portée, je pense pour ainsi dire, leur a vraiment fait une peur bleue en juin dernier. Je crois qu'ils l'ont gravement sous-estimé. Mais plus encore, il y a maintenant enfin, parce que cela n'était pas arrivé avant juin dernier, suffisamment d'indices montrant que l'Iran a commencé à accepter une aide sur le plan militaire ou en matière de préparation militaire, de la part de la Russie et de la Chine. Et cela signifie que, dans un laps de temps relativement court, disons à l'échelle de ce genre de choses, d'ici 5 ans, l'Iran pourrait disposer d'un bouclier de défense aérienne, antimissile et de guerre électronique très redoutable, n'est-ce pas? Si la Russie est fortement impliquée dans cette affaire, nous avons vu qu'elle dispose des systèmes les plus efficaces au monde. Quoi qu'ils puissent dire à propos du boomerang de David et de la camelote avérée qu'est le système Patriot, si l'on compare à la défense aérienne russe. Donc si c'est le cas, la Russie a besoin de temps pour construire. Elle n'a pas encore eu ce temps. En effet, elle doit mettre en place le réseau, former le personnel iranien à son utilisation. Cela prend plusieurs années. Bien sûr, elle n'a pas encore eu ce temps. Mais il y a une fenêtre d'opportunité qui se referme, militairement parlant, avant que cela ne devienne beaucoup plus difficile. Et puis, bien sûr, il y a le calendrier intérieur des États-Unis, n'est-ce pas? Trump entre dans les élections de mi-mandat. S'il les perd, il devra affronter le Congrès, faire face à des procédures de destitution, presque quelquefois. Et il va être consumé par cela. Il est peut-être déjà absorbé en ce moment par des batailles avec la Cour suprême au sujet des tarifs, non? Il y a beaucoup de choses qui vont s'accumuler sur son bureau, et il se peut qu'il n'ait ni l'attention ni la disponibilité nécessaire pour des aventures de politique étrangère majeures comme celle-ci, si c'est ainsi qu'on veut l'appeler, à ce stade. Donc je pense que ceux qui veulent cela regardent vraiment leur montre, comptent les jours et savent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Je pense qu'il y a en réalité une certaine urgence du côté des forces au sein des régimes Trump et Netanyahou qui veulent vraiment cela et qui poussent maintenant parce qu'il se peut que ce ne soit plus possible de cette manière plus tard. Et je ne pense pas que leurs options soient très bonnes en ce moment. Nous en avons déjà parlé, j'en ai parlé sur beaucoup d'autres chaînes. Mais cela a récemment été confirmé dans les pages du Wall Street Journal, du New York Times et ailleurs. Le talon d'Achille des États-Unis, c'est la défense aérienne et antimissile, et pas seulement les capacités de leur système. Il s'agit principalement du Patriot et du THAAD, qui commencent à dater. Ce sont de vieux systèmes, incapables de faire face à de nombreux défis posés par les missiles et les drones modernes. Mais au-delà des capacités, c'est surtout leur très faible rythme de production industrielle d'intercepteurs pour le Patriot, et encore plus, la production encore plus lente pour le THAAD. Ils n'ont pas réussi à augmenter cette production au cours des 4 dernières années du conflit en Ukraine. Ils étaient déjà à court de stock avant même le conflit en Ukraine, en raison des dépenses de l'Arabie saoudite dans son invasion du Yémen. Cela avait été rapporté dans la presse occidentale à l'époque, que l'Arabie saoudite avait en fait dû conclure un accord, négocié par les États-Unis, pour transférer des intercepteurs Patriot depuis d'autres États du Golfe vers l'Arabie saoudite, avec la promesse qu'ils les récupéreraient plus tard.
car il y avait déjà une pénurie à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu d'énormes dépenses pour l'Ukraine. Bien sûr, n'est-ce pas? Partis en fumée aujourd'hui. Il y a aussi eu des moyens de défense aérienne gaspillés pendant que l'administration Trump, puis l'administration Blinken-Sullivan, tentaient de jouer au chat et à la souris avec les Houthis au Yémen sans grande efficacité, avec encore plus de gaspillage à la clé. Et puis, bien sûr, en juin dernier, une autre dépense massive de moyens de défense aérienne. Huge expenditure of air defense assets, and Iran was exhausting the supply of. Et l'Iran épuisait les stocks d'intercepteurs pour la défense aérienne et antimissiles israélienne et américaine, ainsi que pour tous les alliés qui coopèrent avec elle. Et il ne s'est même pas écoulé, un an. Nous savons que Raytheon fabrique probablement un peu moins de 650 intercepteurs de défense aérienne par an pour le PAC-3, n'est-ce pas? Pour le Patriot. Et ce n'est rien. Ce n'est rien, surtout quand il est d'usage de tirer au moins 2 intercepteurs sur toute cible balistique ayant la moindre chance d'être abattue. N'est-ce pas? Et par exemple, en Ukraine, les Russes tirent parfois des dizaines d'Iskander, en plus de missiles hypersoniques et de croisières, en une seule salve, plusieurs fois par semaine. Donc vous voyez, évidemment, ils ne peuvent pas approvisionner l'Ukraine, encore moins répondre à leurs propres besoins militaires, sans parler de défendre Israël. Et l'Iran est certainement capable de tirer des centaines, voire plus d'1 millier de missiles de différentes portées et capacités sur Israël et sur les bases militaires américaines dans la région. Alors, que peut-on utiliser? Vous n'avez pas la défense aérienne nécessaire. Ils n'ont pas eu l'occasion de reconstituer leur stock. Et un rapport de Responsible Statecraft soulignait que, même avec la faible production d'intercepteurs dont nous disposons, une partie est encore liée à des contrats à long terme, envoyés automatiquement à l'Ukraine chaque mois. Donc même sur ces 650, tout n'est pas disponible pour une utilisation contre l'Iran. Cela est distribué à l'Ukraine, à d'autres pays, et ainsi de suite. J'ai été vraiment choqué lorsqu'ils ont lancé les attaques israéliennes en juin dernier, avec le soutien des États-Unis. Je me souviens avoir pensé qu'ils n'avaient pas assez de missiles de défense aérienne. À quoi pouvaient-ils bien penser? Ils croyaient vraiment qu'ils allaient réussir cette frappe de décapitation avec le Mossad et la CIA sur le terrain, n'est-ce pas? Ces assassinats, toutes ces autres opérations. Ils pensaient que cela suffirait à éliminer le régime et qu'ensuite il ne resterait plus qu'à, vous savez, nettoyer le désordre. Bien sûr, les choses ne se sont pas passées ainsi. La frappe de décapitation n'a été que partiellement réussie, et assez vite, la défense aérienne iranienne, aussi limitée soit-elle, a commencé à mieux fonctionner. Puis les longues frappes de représailles ont commencé, et ont rapidement épuisé la capacité de défense aérienne israélienne et américaine. Et c'est pour cela qu'au final, tout s'est transformé en une guerre d'attrition à longue portée qui penchait en faveur de l'Iran. Les États-Unis ont donc dû intervenir pour tirer Israël d'affaire, larguer quelques bombes dans le cadre d'un accord préalablement conclu avec l'Iran, déclarer la victoire et exiger un cessez-le-feu. Maintenant, quelques mois plus tard, même pas un an, nous y revoilà. Et encore une fois, les États-Unis et Israël agissent comme s'ils étaient incapables d'éliminer immédiatement le gouvernement iranien. Ils parlent ouvertement, dans les pages du New York Times, d'assassinat et d'une frappe de décapitation. Leur insurrection menée par la CIA et le Mossad a déjà échoué, a été rapidement écrasée, apparemment avec l'aide de la guerre électronique russe bloquant Starlink et localisant les terminaux, du moins selon Forbes. Et ils se retrouveront au même point, à moins qu'ils n'aient une carte magique dans leur manche pour renverser le gouvernement iranien rapidement et complètement. Soit le gouvernement lui-même, soit une sorte de campagne séade, miraculeuse,
capable d'anéantir tous les lanceurs de missiles mobiles de l'Iran à travers le pays en quelques jours. S'ils ne peuvent pas faire cela, et je ne pense pas qu'ils le puissent, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'ils le puissent, ils peuvent quand même infliger des dégâts. Je veux dire, personne n'en doute. Personne ne doute que l'Iran va subir d'énormes dégâts. La question est, peuvent-ils survivre, n'est-ce pas? Ce déséquilibre de puissance entre les États-Unis et l'Iran est du même ordre que celui qui détermine, vous savez, les conditions de la victoire entre Israël et le Hamas ou le Hezbollah. En ce sens, l'Iran gagne si le gouvernement survit. C'est tout. Voilà. Les États-Unis ont déclaré ouvertement vouloir un changement de régime. Trump a dit clairement que c'était le meilleur résultat. Voilà. Je veux dire, il ne fait aucun doute que c'est pour cela qu'il travaille. Il ne fait aucun doute que cela n'a rien à voir avec l'enrichissement nucléaire, rien à voir avec un quelconque programme nucléaire fictif. Même si l'on incluait les programmes de missiles balistiques et que l'on rendait l'Iran complètement vulnérable face à Israël, qui les a attaqués à plusieurs reprises ces dernières années. Ce qu'aucun pays sain d'esprit, doté d'un minimum de souveraineté ou d'indépendance, ne ferait ni ne pourrait faire. Et puis encore une fois, cette histoire des groupes chiites qu'ils soutiennent à travers le Moyen-Orient, c'est tout simplement absurde. Je veux dire, les États-Unis sont le seul pays autorisé à armer et à utiliser des supplétifs partout dans le monde. Allons donc. Non, l'Iran ne peut pas accepter ces conditions. Donc, les États-Unis ont envoyé ces conditions en sachant qu'il est impossible pour l'Iran de les remplir et que tout le monde ne fait que jouer la comédie pendant que des forces se rassemblent des deux côtés. D'accord. Je suis sûr que la plupart de votre public, comme moi, voit toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux. Telegram, Twitter, X, des avions cargo faisant des allers-retours entre la Russie et Téhéran, la Chine et Téhéran, voire Minsk et Téhéran. Vous savez, un peu partout. Nous ne savons pas ce qui est transporté. Nous ne le savons pas. Nous pouvons beaucoup spéculer, mais on ne nous le dira pas, du moins pas avant que tout soit terminé, et peut-être même pas à ce moment-là. Mais on peut présumer qu'au minimum, la Russie et la Chine vont toutes deux fournir à l'Iran d'importantes capacités C4ISR, d'importantes informations satellitaires. La Chine rend déjà publiques de nombreuses photos satellites montrant les emplacements des défenses aériennes américaines qu'ils ont assemblées à la hâte sur des bases à travers le Moyen-Orient, en Israël et ailleurs. Et cela, à lui seul, sera d'une grande aide pour l'Iran dans sa riposte. Mais c'est probablement plus que cela. Alors, quelles sont les options des États-Unis s'ils ne peuvent pas éliminer le gouvernement iranien de cette manière? Avec une frappe de décapitation, un rayon désintégrateur magique, ou peu importe ce dont Trump parle, ou quelques tours de magie CIA Mossad. Nous en reviendrions exactement au point où nous en étions en juin dernier. Et cela signifierait, dans ces termes, une victoire iranienne, n'est-ce pas? Parce qu'il remporterait une campagne de frappe à longue portée et d'usure. Encore une fois, en raison de la faiblesse relative des États-Unis et d'Israël en matière de capacité de défense aérienne et antimissile. Maintenant, si l'administration Trump a un moment de lucidité et décide que les options présentées par le Pentagone ne sont pas bonnes, Trump voulait une victoire rapide et facile. Il est désormais évident qu'il ne l'obtiendra pas. Alors, nous entendrons soudainement les États-Unis ne parler que du programme nucléaire et de rien d'autre. Et il y aura une sorte d'accord sur l'enrichissement. Peut-être que la Russie transférera du matériel nucléaire vers son propre territoire, ou qu'elle interviendra avec un rôle d'inspection, ou encore que l'Iran acceptera quelque chose comme un enrichissement à 1,5%. Mais cela ne se produira que si l'administration Trump recule et cherche une stratégie pour sauver la face, une sorte de manœuvre de communication pour justifier son retrait de cette situation.
of walking away from this. Et je ne sais pas. No, I haven't heard anyone that actually thinks Je n'ai entendu personne penser réellement que les choses allaient dans cette direction. Ce n'est pas impossible, bien sûr, mais il faut dire que si nous commençons à entendre cela, alors nous saurons de quoi il s'agit. L'administration Trump réalisant qu'elle ne dispose pas de bonnes options militaires, et du moins pour le moment, essayant de s'en éloigner. Aucun signe de cela jusqu'à présent, d'après ce que j'ai vu ou entendu rapporter. D'ici la fin de la semaine, assurément, le Gerald Ford sera dans la région au moins au large des côtes israéliennes, capable d'y fournir une capacité supplémentaire de défense aérienne. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons vraiment grapper ce mot. Vous savez, on a entendu plusieurs commentaires disant que ça pourrait commencer ce week-end, n'est-ce pas? On pourrait quitter ce podcast et découvrir que c'est déjà lancé ou que ça commence dans la nuit. On n'en sait rien. Je pense qu'il est probable que ça ne se produise pas avant quelques jours, car ce serait une opération d'une telle ampleur. Ils voudront disposer du plus grand nombre possible de moyens sur le terrain. Donc, à mon avis, il nous reste encore 5 jours à une semaine. Mais Trump avait dit la même chose la dernière fois. Et cela avait servi, vous savez, à faire croire que les discussions continuaient, comme un appât pour faire baisser la garde des Iraniens. Et Israël avait lancé son attaque surprise. Les Iraniens, bien sûr, ne se laisseront plus surprendre de la même manière dans cette situation. En plus, il y a des navires russes et chinois dans la région. Pas beaucoup d'entre eux, n'est-ce pas? Il faut dire qu'il y a une corvette russe là-bas, à ma connaissance, la Stereguchi. Et la Chine a quelques navires qui se trouvaient déjà sur place pour les exercices navals annuels prévus entre la Russie, l'Iran et la Chine, dans le golfe d'Oman, ou au large des côtes d'Oman, pour être précis. Mais ces navires disposent certainement de capacités de renseignement supplémentaires, et ils surveilleront les activités des États-Unis. Ce qui garantit à peu près, je pense, qu'il ne peut pas y avoir à la fois cela et d'autres informations satellitaires disponibles. Ces navires ne vont pas participer directement à la défense de l'Iran. Les gens ne devraient pas s'attendre à cela. Ce n'est pas ce qui va se passer. Nous n'allons pas voir de troupes chinoises à Téhéran. Voilà. Mais de toute façon, ce ne sera pas de ce genre-là. D'accord. Les États-Unis ne disposent pas d'une force d'invasion. Personne n'en parle, en tout cas pas à ce stade. Ce que j'entends, en revanche, ce sont beaucoup de rumeurs selon lesquelles les États-Unis se prépareraient à activer divers groupes séparatistes. Et ce dont il est question ici, bien sûr, ce sont nos bons vieux amis des Moudjahidines et Khalq, ces séparatistes, de vrais cinglés, qui figuraient autrefois sur la liste des organisations terroristes des États-Unis avant d'être jugés utiles sur le plan géopolitique. Un peu comme l'armée de libération du Kosovo au Kosovo et en Serbie. Mais ils seront certainement déployés si l'objectif est réellement un changement de régime, les Baloutches et peut-être des groupes séparatistes azéris. Et j'ai même entendu dire que les Kurdes pourraient être activés par les États-Unis, ce qui est une autre possibilité. Et bien sûr, ici, nous parlons des Kurdes iraniens. Il est toujours important de se rappeler, lorsqu'on parle des Kurdes, qu'il n'existe pas de nation kurde unifiée. Il y a différents groupes kurdes dans chaque pays de la région, tous divisés, souvent en opposition les uns avec les autres à un certain niveau, n'est-ce pas? Et chacun ayant ses propres intérêts, etc. Mais je veux dire, si les Kurdes iraniens se retrouvent entraînés là-dedans, après avoir vu les États-Unis abandonner d'abord les Kurdes irakiens, puis les Kurdes syriens, je ne sais pas quoi dire. Vous savez, il y a de quoi s'interroger sur la capacité de discernement de la nation kurde dans son ensemble si elle se laisse à nouveau entraîner dans ce rôle de proxy. Vous savez, c'est ce qui pourrait se passer sur le terrain.
Et ces opérations n'auraient une chance de réussir que s'il y avait un immense succès d'une frappe de décapitation sur des cibles politiques et militaires, ainsi qu'une campagne aérienne soutenue, dont je ne suis pas sûr que les États-Unis soient réellement capables. Non seulement les États-Unis manquent de missiles de défense aérienne, mais ils sont aussi relativement à court de missiles de frappe à longue portée, Tomahawk et autres. Comment le savons-nous? Parce que les premières pages des médias occidentaux nous l'ont dit il y a quelques mois, n'est-ce pas? Lorsque le Pentagone a ordonné au complexe militaro-industriel d'augmenter la production de 10 catégories différentes de missiles, défense aérienne et frappe à longue portée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à court. Et encore une fois, nous n'avons pas eu l'occasion de reconstituer ces stocks en seulement un mois depuis. Il y a donc aussi la question de leur véritable capacité offensive, s'ils veulent la maintenir. Bien sûr, ils veulent effectuer des frappes à distance, ils ne veulent pas pénétrer dans l'espace aérien iranien. Le danger y est trop grand. Leurs porte-avions ne veulent pas s'approcher trop près de l'Iran, car l'Iran a bel et bien la capacité de les envoyer par le fond. Ils voudront rester autant que possible hors de portée. Mais quand on parle de l'Iran, soyons parfaitement clairs. L'Iran n'est pas le Venezuela. Nous ne parlons pas de quelque chose de ce genre. Ce serait une véritable guerre, presque à coup sûr. D'accord. Ce ne sera pas une opération de la CIA où le gouvernement iranien remettrait Khomeini aux États-Unis avant de faire semblant de l'avoir fait de son propre chef. On ne va pas voir ce genre de trahison à la Delcy Rodriguez en Iran. Ça n'arrivera pas ici. Oui, je veux dire, il y a un certain pourcentage de la population iranienne qui est mécontente du gouvernement iranien. Il y a aussi, je suis américain, ou à l'origine américain, des gens qui sont mécontents du gouvernement des États-Unis. Ça arrive. Mais oui, peut-être 30, peut-être 35%. Quoi qu'il en soit, il y a une majorité claire qui soutient le gouvernement iranien, malgré les tentatives répétées de faire comme si ce n'était pas le cas. La soi-disant communauté d'experts sur l'Iran aux États-Unis et dans le reste de l'Occident se berce d'illusions, non? Parce qu'ils veulent la guerre. Ils veulent, vous savez, des opérations hégémoniques et tout ce qui va avec. Ce ne sont pas des experts, ce sont des idéologues anti-iraniens. Et on voit les experts américains faire la même chose avec la Russie, avec la Chine, et ainsi de suite. Je veux dire, j'étais extrêmement sceptique quant à la capacité du gouvernement vénézuélien à résister aux États-Unis face à ce qui s'est passé là-bas. J'ai vu venir ça de loin. Je sais qu'il y a encore des gens qui veulent faire semblant que ce qui s'est passé n'a pas vraiment eu lieu, n'est-ce pas? Vous savez, ils ne veulent pas y croire. Je n'ai certainement pas aimé ça. Je n'aime pas jouer les Cassandres et dire ce genre de choses, mais je pense qu'il y avait de très bonnes raisons de douter de la capacité du gouvernement vénézuélien à résister aux États-Unis. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas. Je ne vois pas cela du tout. Je ne dis pas que l'Iran sortira de cette situation indemne. Personne ne devrait se faire d'illusions. Les États-Unis disposent d'une puissance de destruction incroyable. Et le pire, c'est toujours les sales coups que la CIA et le Mossad ont mijotés. Je pense que cela représente toujours une menace plus grande que même les frappes à longue portée. Tu sais, des Tomahawks, des frappes de missiles, des bombardiers furtifs, peu importe. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont encore dans leurs manches, parce que je pense qu'ils auraient déjà tout utilisé en juin dernier, ou plus récemment avec les dernières opérations. Et je parierais que la CIA et le Mossad n'ont pas de plan magique. Mais on verra bien. Enfin, c'est ce qu'on découvrira. Je dirais à tout le monde, prêtez plus d'attention à ce qui se passe dans la sphère clandestine qu'à ce qui se passe dans la sphère des frappes à longue portée. Parce qu'en juin dernier, le Mossad a causé plus de dégâts sur le terrain
que toutes les frappes israéliennes à longue portée, depuis l'espace aérien irakien, n'en ont causé à l'Iran. Long-range strikes out of Iraqi airspace did to Iran. Je pense, Marc, qu'on peut dire d'après ce que j'ai vu en Iran, j'y suis resté 40 jours, qu'ils ont beaucoup nettoyé le désordre là-bas. Ils connaissent la menace que représentent les types d'opérations clandestines que tu viens de mentionner. Et je crois qu'un des points principaux que tu as soulevés est vraiment important. Les États-Unis n'ont jamais connu, je dirais, depuis la Seconde Guerre mondiale, ou peut-être même le Vietnam, car au Vietnam, ils n'ont pas mené une grande guerre, une vraie guerre. C'est une situation qu'ils n'ont pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Iran n'est pas sur le papier un concurrent militaire de même niveau que les États-Unis. Mais entre ce que les États-Unis sont capables de déployer dans cette zone, parce qu'ils ont des engagements hégémoniques à l'échelle mondiale, c'est une autre histoire. Les capacités américaines sont limitées quant à ce qu'ils peuvent réellement frapper en Iran, et la distance avec les États-Unis est considérable. Peu importe le nombre de bases militaires qu'ils possèdent dans la région, peu importe le CENTCOM ou autre, cela reste une contrainte, un effort. Et l'Iran dispose aujourd'hui de bien plus de capacités que l'Irak n'en a jamais eu, ou que le Vietnam, ou vous savez, la Corée, dans les années 1950. Ce n'est pas la Russie, n'est-ce pas? Mais je veux dire, si l'on regarde à l'échelle des pays, les États-Unis se situent juste en dessous de cela. Il n'y a pas grand-chose d'autre à ce niveau. Peut-être la Corée du Nord. C'est là que nous en sommes. Donc c'est un affrontement sérieux. Et tout ce que j'ai vu, entre l'implication très forte des États-Unis dans le conflit en Ukraine et les exercices militaires que l'OTAN a menés récemment contre des opérations de drones et autres, ils ont organisé cela, en fait, en mai dernier. Mais nous avons entendu parler de cette opération de l'OTAN, les manœuvres militaires Hedgehog, où plusieurs Ukrainiens ont pris le rôle des Russes. Et nous avons vu, en gros, une dizaine d'opérateurs de drones ukrainiens détruire des dizaines de véhicules militaires de l'OTAN et immobiliser effectivement l'équivalent de 2 bataillons de troupes de l'OTAN, n'est-ce pas? Juste une poignée. Mais cela devrait te dire quelque chose. Je veux dire, bien sûr, c'est centré sur la Terre, non? Ce n'est toujours pas ce à quoi nous allons être confrontés ici. Mais l'Iran est très expérimenté dans l'utilisation de drones et de toutes sortes de capacités de frappe à longue portée. Je serais très surpris s'ils ne déployaient pas des drones, des bateaux sans équipage, des drones maritimes, n'est-ce pas? Ainsi que des USV. Je suis absolument certain que nous verrons aussi cela utilisé contre tout ce qui du côté naval américain s'approchera de trop près. Et puis bien sûr, il y a toujours l'option nucléaire de l'Iran. Ils viennent justement de mener des exercices dans le détroit d'Ormuz. Fermer le détroit d'Ormuz, le saturer de mines marines. C'est ça. C'est une situation dans laquelle les États-Unis se trouvent à l'approche des élections de mi-mandat. Et les Américains, vous savez, ils sont ce qu'ils sont, n'est-ce pas? Et vous, les Américains qui regardez ceci, vous savez que vous vous intéressez à la politique étrangère, alors que la grande majorité de vos compatriotes ne s'y intéressent pas. Ils ne votent pas en fonction de la politique étrangère. Ils ne l'ont jamais fait. Peu m'importe. Mais ils voteront en fonction du prix à la pompe. Et le prix du pétrole est déjà en train de s'envoler. Et d'un point de vue de realpolitik, froide et calculée, assis ici en Russie, et voyant les États-Unis intensifier toutes ces tensions et se préparer probablement à lancer ce qui sera presque à coup sûr une grande campagne militaire sans issue claire contre l'Iran. Ce que je vois, du point de vue géopolitique de la Russie, c'est le prix du pétrole qui s'envole en conséquence.
Je veux dire, je pense que nos finances vont être excellentes pour l'opération militaire spéciale pendant l'année à venir, voire un peu plus. Et cela signifie aussi que les États-Unis gaspillent tous ces moyens militaires. Et tu sais, c'est nous qui tenons le volant. Je veux dire, nous sommes déjà aux commandes pour la phase finale en Ukraine, mais maintenant encore plus de liberté d'action là-bas. Et les Chinois disent, c'est bon, tu vois, nous n'avons même plus à nous inquiéter d'une situation autour de Taïwan ou de la mer de Chine méridionale si les États-Unis s'engagent sérieusement ici. Ils vont gaspiller tellement de ressources qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et ils n'ont pas, pour le moment, la capacité du complexe militaro-industriel nécessaire pour augmenter la production. Ensuite, ils auront des années, n'est-ce pas? Une fenêtre d'opportunité fermée pour affronter la Chine militairement, tandis que la Chine continuera à renforcer son armée pendant toute cette période. Et je pense déjà que l'idée de combattre la Chine au large de ses côtes est une pure fantaisie pour les États-Unis. Alors, la question ne se posera même plus. Ils ne pourront même plus en rêver. Les États-Unis pourraient donc commettre ici une grave erreur géopolitique. Je veux dire, même s'ils connaissaient un certain succès, ils gaspilleraient tout de même une énorme quantité de ressources militaires. Et il est très probable, compte tenu de leur passé en matière d'aventures militaires soi-disant réussies. Il suffit de regarder l'Irak. L'Irak a-t-il tourné à l'avantage géopolitique des États-Unis? Éliminer Saddam Hussein, faire de l'Irak, par sa population, un allié tacite de l'Iran, en raison de la majorité chiite, vous voyez, il y a toutes sortes de conséquences. S'ils pensent, s'il y a quelqu'un aux États-Unis qui pense sérieusement qu'ils vont installer cette marionnette de chat en Iran, ils se trompent lourdement. Je veux dire, au moins au Venezuela, tu sais, quand il a fallu trancher, personne n'a parlé d'envoyer cette femme Machado. Même Trump disait qu'elle n'avait aucun soutien dans le pays. Tout ça, c'était juste une opération psychologique. Il n'y avait rien de concret, n'est-ce pas? Mais on a retourné Delcy Rodriguez, et c'est une collabo, et ça fonctionne bien pour nous. Donc je ne pense pas qu'ils trouveront ça en Iran. Je ne crois pas que l'Iran soit aussi vulnérable à ce genre de cooptation. Marc, mais selon la même logique froide que tu viens d'évoquer, ton analyse laisserait entendre cela. Supposons que cela fasse partie du calcul des Russes et des Chinois. L'objectif entier serait de laisser la guerre se prolonger indéfiniment, sans la terminer pour personne. C'est pour cela que les États-Unis se retrouveraient piégés au Moyen-Orient, et cela va entraîner d'énormes problèmes aujourd'hui. Soyons clairs, la première priorité de la Russie et de la Chine est que le gouvernement actuel en Iran survive. D'accord. C'est un allié. Ils ne pouvaient pas envisager qu'il soit remplacé. Tu sais, ils sont enfin en de meilleurs termes avec ce gouvernement qu'ils ne l'ont été, du moins depuis Raisi, depuis que l'Iran a eu un véritable président, à mon avis. Mais je veux dire, une fois que le conflit a commencé, ils vont faire de plus en plus pour aider le gouvernement iranien. Pas forcément par désir de prolonger le conflit, mais pour aider l'Iran à un niveau existentiel, le gouvernement iranien à survivre. Tu vois? Je ne dis pas que la Russie et la Chine veulent ou encouragent cela d'une quelconque manière. Je parle simplement des conséquences géopolitiques qu'ils vont tous deux prendre en compte en examinant des simulations de la direction que tout cela va prendre. Il y a là une vraie différence, tu sais, dans ce que c'est. La Russie et la Chine ont tout intérêt à éviter que les États-Unis ne renversent le gouvernement iranien, et ce sera leur priorité absolue. En ce sens, elles ne voudront pas prolonger la situation plus longtemps que nécessaire, car il existe toujours une possibilité, aussi faible soit-elle, que cela se produise. Cela dit,
elles ne vont pas non plus déclencher une troisième guerre mondiale avec les États-Unis à propos de l'Iran. Ce n'est pas dans leur intérêt national. Si la situation en vient au point où le gouvernement iranien semble sur le point de tomber, je pense qu'à ce moment-là, les États-Unis auront déjà dépensé tant de ressources et se seront placés dans une position diplomatique si défavorable vis-à-vis du reste de l'Eurasie, que la Russie et la Chine seront en mesure de gérer les conséquences de cela, malheureusement. Mais je ne pense pas que cela arrivera. Ce n'est pas, à mon avis, une possibilité probable dans tout cela. L'issue la plus probable est un résultat non concluant, où les États-Unis infligent d'énormes dégâts à l'Iran et où l'Iran riposte en causant des dommages importants à Israël, certainement, et peut-être aussi aux bases militaires américaines. Le gouvernement iranien perdra des hommes, mais leur mode de vie, leur gouvernement, perdurera. Les États-Unis déclareront sans aucun doute la victoire, parce qu'ils le doivent. La communication et le récit comptent plus que tout pour eux. Mais encore une fois, si le gouvernement iranien survit, c'est lui qui gagne. C'est tout ce qui importe à ce stade. C'est une lutte existentielle. Les Iraniens veulent survivre. Les États-Unis et Israël veulent un changement de régime. Marc, quelle est ton évaluation des pays de la région, en Asie de l'Ouest? Je parle de l'Arabie saoudite, du Qatar et de la Turquie. Nous savons qu'Israël, les Israéliens, considèrent d'une certaine manière que leur pire ennemi, le nouvel Iran, c'est la Turquie. Comme on le dit, Naftali Bennett a même affirmé que la Turquie est le nouvel Iran. Mais ils ne sont pas non plus satisfaits de l'Arabie saoudite, car les Émirats arabes unis les aident d'une manière que personne d'autre au Moyen-Orient ne le fait. C'est pourquoi, à mon avis, ils comparent l'Arabie saoudite aux Émirats arabes unis, qui est l'ami. Bien sûr, les Émirats. Ils observent les tensions en Syrie. Ils ressentent cette tension. Peut-être s'agit-il d'une confrontation entre l'Empire ottoman et l'Empire qu'Israël cherche à construire. Comment vois-tu la situation dans son ensemble au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest? D'accord. Je pense que toute la rhétorique entre la Turquie et Israël n'est que cela, de la rhétorique. La Turquie n'a jamais rien fait contre Israël. Je suis sûr que vous avez vu ces petits mèmes en ligne montrant deux chiens qui aboient férocement l'un contre l'autre avec une barrière entre eux. Puis on enlève la barrière et les deux chiens s'arrêtent et s'en vont. C'est la Turquie et Israël. La Turquie est toujours membre de l'OTAN, mais elle mène une politique étrangère indépendante et rusée. Je pense qu'Erdogan n'a jamais réellement agi contre Israël, et je ne m'attends pas à ce que cela change à l'avenir. Il a sa politique intérieure. Sa base, ce sont des islamistes sunnites, le parti de la justice et du développement, n'est-ce pas? Il jouera toujours cette carte. Mais moi, je regarde les actions, pas la rhétorique. Et la Turquie n'a jamais rien fait. Alors ils peuvent se critiquer autant qu'ils veulent. Tant que je ne vois pas de changement concret, je considère la Turquie comme un facteur négligeable. En fait, les relations entre la Turquie et l'Iran se sont tellement détériorées à cause de ce qui s'est passé. La Turquie ayant largement contribué à mettre Al-Qaïda au pouvoir en Syrie, et aussi en raison de la collaboration turque avec l'Azerbaïdjan et de cette menace envers l'Iran, que les relations entre l'Iran et la Turquie se sont gravement envenimées ces dernières années. Et je ne serais pas du tout surpris que la Turquie autorise discrètement les États-Unis à utiliser des bases sur son territoire pour des opérations contre l'Iran. Cela ne me surprendrait pas. Contre Israël, je ne les considère pas vraiment. Maintenant, l'Arabie saoudite est plus intéressante et plus complexe. Vous savez, l'Arabie saoudite, tout d'abord, soyons parfaitement clairs, n'est pas membre de l'Axe de la Résistance, si quelqu'un se faisait des illusions.
Et l'Arabie saoudite n'est même pas membre des BRICS. Pas vraiment. Ils ont un peu mis un pied dans l'eau, proposé, pas accepté, mais pas refusé non plus. Vous savez, ils jouent sur les deux tableaux. C'est acceptable. Je suis un réaliste, n'est-ce pas? Je suis à la fois cynique et réaliste, et je comprends cela. En fait, je constate que, quoi que j'ai pu penser, et je n'avais pas une très bonne opinion de Mohammed Ben Salman il y a quelques années, je pense qu'il a sérieusement, sous la pression, mûri en tant qu'homme d'État. Lui ou son équipe de politique étrangère, peu importe comment on veut l'appeler, ont montré, je pense, un degré croissant de maturité. Le rapprochement et la normalisation partielle des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, avec l'aide de la Chine et d'Oman, entre autres, en sont un signe. Sa coopération très efficace et continue avec la Russie au sein de l'OPEP+, est également à son crédit. Je veux dire encore une fois, en regardant l'Arabie saoudite d'un point de vue réaliste, axé sur l'intérêt national, ils ont clairement indiqué qu'ils considéraient cela comme une erreur, qu'ils craignaient beaucoup ce qui pourrait se passer dans le détroit d'Ormuz. Et je pense qu'à ce stade, ils ne sont même plus sûrs de vraiment vouloir que les États-Unis renversent le gouvernement iranien. Parfois, il vaut mieux le diable que l'on connaît, non? Surtout quand on peut désormais s'asseoir et discuter avec ce diable, n'est-ce pas? Donc je pense qu'ils ne sont pas derrière tout ça. Ils commencent aussi à avoir de plus en plus de réserves à propos d'Israël. Ils craignent, je crois, ce à quoi ressemblerait un Israël sans au moins la menace potentielle de l'Iran et des groupes soutenus par l'Iran. Je pense que l'Arabie saoudite dit « Nous sommes d'accord avec le statu quo tel qu'il est maintenant. Nous ne sommes pas sûrs de vouloir un grand bouleversement, surtout après ce qui vient de se passer en Syrie. » Nous ne sommes même pas sûrs, tu sais, de la situation actuelle. Je pense que l'Arabie saoudite veut rester en dehors de tout ça. Ils ne vont pas entrer en guerre avec Israël, n'est-ce pas? Mais ils ont au moins déclaré qu'ils n'autoriseraient pas l'utilisation de leur espace aérien pour des attaques contre l'Iran. Maintenant, je suis sceptique à ce sujet. Les États-Unis sont capables d'exercer toutes sortes de pressions, la carotte et le bâton, et ainsi de suite. Mais même dans ce cas, il est assez clair pour moi que ce n'est pas quelque chose que l'Arabie saoudite souhaite, ou du moins qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit ce qu'ils veulent. Donc, ils ne sont pas enthousiastes à ce propos. C'est le moins qu'on puisse dire. Les autres acteurs du Moyen-Orient sont moins impliqués. Les Émirats arabes unis, je pense, jouent un rôle moindre dans tout cela. Ils ont leurs propres intérêts et l'Iran n'en fait pas particulièrement partie. Ils permettront certainement que leur pays soit utilisé pour lancer des attaques, mais ils ne s'impliqueront pas davantage que cela. Je ne le pense pas. Ainsi, le reste du Golfe essaiera de rester en dehors de tout ça. Je pense que l'Égypte, bien qu'elle soit assez éloignée de cette situation, serait au moins légèrement plus favorable au camp iranien dans tout cela, mais elle ne s'impliquera pas non plus. Je pense que la grande inconnue, c'est ce qui va se passer en Irak, n'est-ce pas? Et je ne parle pas du gouvernement irakien, car nous savons qu'il est sous la coupe des États-Unis. Les États-Unis contrôlent leurs revenus pétroliers et tout le reste. Mais il existe suffisamment de groupes irakiens à un niveau infra-étatique, à la fois au sein de l'armée et en dehors, qui, si le conflit devient long et sérieux, s'impliqueront certainement au nom de l'Iran. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Et les États-Unis, je pense, en sont très conscients aussi. Nous allons assister à la poursuite de l'évacuation des bases militaires américaines qu'ils estiment situées dans les zones les plus vulnérables, ainsi que des installations diplomatiques dans toute la région au cours de la semaine à venir. Je pense que l'Irak sera le lieu le plus important pour ces évacuations.
Nous le voyons déjà. Si vous avez remarqué la semaine dernière, les États-Unis ont annoncé qu'ils retiraient davantage de troupes de Syrie. Entre autres choses, ils affirment être plutôt satisfaits du régime d'Al-Qaïda là-bas, je le crois, mais ces troupes pourraient aussi être vulnérables, puisque la Syrie n'est pas, disons, un espace totalement contrôlé. Donc les retirer de la ligne de tir là-bas fait, je pense, également partie de la logique. Donc, il ne s'agira pas seulement d'une guerre d'attrition menée par des frappes à longue portée, car, tout d'abord, l'axe de la résistance a été durement touché au cours des dernières années. Je connais des gens, ils ont survécu, bravo, n'est-ce pas? Les Houthis ont été attaqués, ils ont survécu. Le Hezbollah a beaucoup souffert, mais il est toujours là. Le Hamas, pas techniquement membre de l'axe de la résistance, selon la manière dont on le définit, n'est pas chiite, mais il existe un certain degré de coopération. Ils sont toujours là, ils ne sont pas en bon état, mais tout de même. Et puis, on peut parler du Hezbollah en Irak et de nombreux autres groupes là-bas, les unités de mobilisation populaire, tous. Aussi affaiblis soient-ils, aussi mauvaises que soient devenues les relations entre l'Iran et les membres de l'axe de la résistance depuis que Pezeshkian est au pouvoir ces dernières années. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de bonne volonté sincère de la part de Pezeshkian envers l'axe de la résistance. D'un point de vue historique futur, je pense que les gens diront qu'il a été le pire président possible pour l'Iran à cette période. Mais ils comprendront aussi que, quoi qu'il en soit, il s'agit probablement d'un conflit existentiel pour eux aussi. Si le gouvernement iranien tombe, alors ils sont finis. Je veux dire, ils perdront tout le soutien qu'ils avaient et ils seront éliminés un par un, tout ce qu'il leur reste. Donc ils se mobiliseront si cela devient une campagne longue et sérieuse. Et ils n'ont peut-être pas la capacité offensive la plus puissante, mais ils feront tout ce qu'ils peuvent. Et ils ne manqueront certainement pas de bien occuper Israël. C'est le feu qui se propage le Moyen-Orient. Marc, je pense que la différence cette fois-ci, si la guerre éclate, c'est que l'Iran est d'une certaine manière préparé et que la Russie et la Chine sont prêtes à informer l'Iran si une attaque se prépare à nouveau. Ce serait une énorme différence par rapport à ce que nous avons vu en juin 2025. Et c'est pourquoi je ne pense pas que les États-Unis auraient l'avantage comme ils l'avaient avant Israël, comme ils l'avaient en juin 2025. Cela rendrait toute justification d'une attaque contre l'Iran beaucoup plus difficile, car l'Iran peut riposter aussi. Ce ne serait pas seulement les États-Unis qui frappent. Et l'Iran est un pays immense. Ils ne pourront pas en contrôler chaque élément. Mais souvenez-vous aussi de ce qui s'est passé en juin. C'était uniquement Israël qui passait à l'offensive. Uniquement Israël. Les États-Unis ont joué un rôle défensif, en défendant Israël. Oui. Et à la fin, il y a eu ce spectacle annexe avec leurs bombes anti-bunkers. Et tout cela avait peut-être encore été arrangé à l'avance avec l'Iran, vous savez, comme une mise en scène pour sauver la face des deux côtés. Mais cette fois, les États-Unis viendront pour tuer. Il y aura une puissance offensive bien plus importante, des frappes à longue portée, causant des dégâts, infligés à l'Iran dès le départ, bien plus que ce que nous avions vu la dernière fois. Donc oui, ce que vous avez dit, mais aussi cela, gardez-le à l'esprit. La première chose que cela nous indique, c'est que l'intensité et les enjeux seront beaucoup plus élevés dès le début. Je veux dire, ça va être très dur, très rapide. Il n'y aura aucun coup retenu. Et l'objectif principal de l'Iran pendant les 48 à 72 premières heures sera de survivre, de se regrouper, puis de riposter. Oui, c'est similaire à ce qui s'est passé la dernière fois.
D'un point de vue stratégique militaire, si j'étais l'Iran, je lancerais des frappes préventives. Je dirais, cela va arriver, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous devrions lancer l'attaque surprise. Nous devrions agir les premiers. Ils nous ont clairement provoqués, et le reste du monde voit bien ce qui se passe ici. S'ils viennent pour nous, alors prenons-les de vitesse. Mais vous savez, je ne dirige pas le gouvernement ni l'armée iranienne. Espérons que les gardiens de la révolution et Pezeshkian soient sur la même longueur d'onde en ce moment. C'est tout ce que je dis. Je dirais que oui, ils le sont. Ils le sont. Et quand vous parlez d'une attaque préventive, parlez-vous d'une action bien avant que l'attaque n'ait lieu, ou de l'Iran qui la préempte au moment où il sent qu'elle arrive? Maintenant, je veux dire, ça arrive. Pourquoi attendre que les États-Unis aient tout ce qu'ils pensent nécessaire en place, n'est-ce pas? S'ils ont déjà identifié des actifs vulnérables, s'ils disposent d'images satellites des défenses aériennes et de tout le reste, et il ne fait aucun doute que cela arrive, d'après tout ce que j'ai vu, alors pourquoi attendre? Quand il s'agit de jeux de guerre de ce genre, je crois généralement que la meilleure attaque, c'est une bonne défense. Mais l'Iran n'a pas la meilleure défense, n'est-ce pas? Ils n'en ont pas la capacité. Ils ne disposent pas des défenses aériennes et antimissiles qui leur permettraient de jouer à ce jeu contre les États-Unis. Donc dans ce cas, mon instinct serait que ma carte la plus forte, c'est mon attaque. Eh bien, dans ce cas, frappons ces installations de défense aérienne maintenant, pendant qu'ils ne s'y attendent pas. C'est ce que je dirais. Activons d'abord des groupes clandestins à travers le Moyen-Orient. Faisons-le dès maintenant, d'accord? Il y a même l'angle du « nous ne sommes pas responsables ». Ce sont les proxys qui agissent, pas nous. C'est une carte encore meilleure à jouer. Si j'avais la possibilité d'activer Kataib Hezbollah, les Houthis, le Hezbollah, je les activerais maintenant pour prendre toute l'avance possible, en rendant parfaitement clair que ce ne sera pas une situation du genre « on largue quelques bombes et on déclare la victoire » si vous commencez ça. Nous savons que vous êtes assoiffés de sang, et nous ferons tout pour survivre, quoi qu'il en coûte. C'est ce que je ferais, mais... En réalité, nous avons entendu un commandant iranien dire, il y a environ une semaine, que leur stratégie était passée de défensive à offensive. Je ne sais pas quel serait, selon eux, le moment où ils décideraient de passer à l'offensive, ni s'ils comptent le faire d'un seul coup, non seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. D'après ce que je comprends, ils prévoient d'attaquer de tous côtés avec les moyens dont ils disposent actuellement. Et ils vont être small. Malheureusement, c'est une décision prise au niveau politique. Et encore une fois, le président iranien n'est plus Raisi. Président à Pezeshkian. Bien sûr, quel est le niveau de prise de décision de l'ayatollah? Je crois certainement qu'il a la capacité de passer outre le président iranien s'il estimait que c'était nécessaire. Mais, vous savez, évidemment, c'est pas quelque chose qu'il voudrait normalement faire. Mais si la guerre éclate, peu importe ce que pense le président iranien. Le président de l'Iran fera partie des personnes qui décideront de la stratégie à adopter. Il fera partie de ce groupe, avec le chef du Conseil de sécurité et de nombreuses autres personnes qui siégeront dans ce conseil pour définir la stratégie. C'est pourquoi je pense que le président n'aura pas une grande influence sur la prise de décision du gouvernement iranien ou de l'Iran dans son ensemble. J'espère vraiment que tu as raison. C'est ce que j'ai entendu quand j'étais en Iran. Merci beaucoup, Marc. Hey, on est tous sur les miniatures. On regarde tout ça.
les dents serrées. Je pense que tout le monde qui regarde, à part quelques trolls dans les commentaires, est du même côté ici. On veut tous le meilleur pour l'Iran et pour le peuple iranien, ce qui est aussi le meilleur pour les peuples de toute la région à la sortie de tout ça. Et on veut tous voir les États-Unis et Israël, tu sais, encaisser une grosse défaite dans cette situation particulière. Mais tu sais, ça va pas être court et ça va pas être facile. Ça va être terrible et sanglant et on ne peut pas tout prévoir. Mais je pense qu'on a déjà beaucoup abordé le sujet. Et je sais que j'ai vu d'autres personnes sur ta chaîne dire à peu près les mêmes choses. Peut-être pas toutes dans le même cadre cynique et réaliste que celui dans lequel j'opère. Mais, tu sais, il faut de tout. Donc je pense qu'il y a quand même un certain consensus. There's some consensus anyway. Yeah. Thank you so much, Mark. Great pleasure. Oui, merci beaucoup, Marc. C'est toujours un grand plaisir. Permets-moi de mentionner ta page sur Boosty, boosty.to/therealpolitik. Sur le côté droit de l'écran, vous pouvez voir l'adresse de sa page sur Boosty. Boosty, c'est un peu comme Substack, si je ne me trompe pas, Marc. It's more like Patreon. C'est plutôt comme Patreon. Oui, c'est essentiellement un clone de Patreon à l'épreuve des sanctions. Good. Bien, bien. Merci beaucoup, Marc. Thank you so much, Mark. Thank you. Merci. Et on se retrouve de l'autre côté de tout ça. Très probablement. Exactement. See you soon. Cheers. Cheers. Am I so?